Bon, on est vraiment désolé pour cette petite interruption, on a un petit message à faire passer avant que vous voyiez la vidéo. Bon, déjà, comme vous l'avez remarqué dans le titre et comme vous l'avez probablement lu dans le post communauté, c'est une vidéo que de base on avait décidé de pas sortir parce qu'on l'avait tournée il y a très longtemps et en fait il s'agit d'un true crime. Et c'est pas vraiment n'importe quel true crime parce qu'il s'agit de l'histoire de Sylvia Mare Likens et en l'occurrence c'est une histoire qui est vraiment très sanglante, qui est vraiment très violente, aussi bien physiquement qu'émotionnellement et du coup on savait pas trop s'il fallait la sortir sur la chaîne. De base on avait prévu de la sortir vendredi dernier comme vidéo bonus, mais malheureusement en revoyant les rushs on s'était dit que c'était peut-être un petit peu trop violent, mais là on n'avait pas vu le coup venir. Parce que mesdames et messieurs, je vous annonce que je suis positif à un certain virus dont on ne doit pas prononcer les noms sur YouTube. Et du coup, malheureusement, au moment où je tourne cette petite vidéo, on était censé tourner un nouveau thread d'horreur et également la vidéo que vous étiez censé voir aujourd'hui à la place de ce true crime. Mais comme vous imaginez, ce petit imprévu, ça a ruiné un petit peu tous les plans de sortie de vidéo. Du coup, on va essayer de faire un petit peu au mieux, on va quand même sortir ce true crime et on espère que vous allez quand même apprécier cette histoire. Par contre, encore une fois, on préfère réitérer la mise en garde, c'est une histoire qui est vraiment très violente, qu'on déconseille aux plus jeunes et aux personnes les plus sensibles. Et d'ailleurs, si vous suivez les threads d'horreur sur la chaîne, ainsi que les autres vidéos qui sortent depuis déjà quelques mois, vous verrez très bien qu'il y a une grande différence d'image entre la vidéo qu'on a tournée pour ce true crime qui a été tournée il y a quelques mois, et celle que vous avez l'habitude de voir depuis un petit bout de temps, tout simplement parce qu'on a changé de caméra, et donc il y a forcément une différence de qualité, on s'en excuse par avance. D'ailleurs, le mood général de cette vidéo est plutôt écœurant et assez triste, et du coup, ce n'a pas forcément la pêche qu'on a dans les threads d'horreur, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On ne va pas vous prendre plus de temps, et sur ce, on vous souhaite une excellente vidéo. Gertrude Baniszewski, également connue sous le nom de Gertrude Wright ou encore The Torture Mother, était une femme divorcée de l'État de l'Indiana aux États-Unis. Elle aurait supervisé et facilité la torture prolongée, la mutilation et enfin le meurtre de Sylvia Likens. Sylvia qui était seulement une adolescente qu'elle avait recueillie chez elle. L'affaire est unique dans le sens où si Gertrude a joué un rôle actif dans le meurtre de Sylvia, la majorité des actes de torture qui ont provoqué sa mort ont été commis par ses enfants et aussi par les enfants du voisinage. Et petit détail, ils étaient tous adolescents. Cette histoire a d'ailleurs été qualifiée comme pire crime perpétré contre un individu dans toute l'histoire de l'Indiana. Gertrude Baniszewski est née sous le nom de Gertrude Van Fossen en 1929 et c'était la troisième fille de 6 enfants. On ne sait pas grand chose sur son enfance à part le fait qu'elle ait un lien très étroit avec son père, mais au contraire elle a vraiment une relation glaciale avec sa mère. Malheureusement, la mort de son père par une crise cardiaque qui a eu lieu juste devant elle en 1940 alors qu'elle n'avait que 11 ans va créer un fossé encore plus grand avec sa mère. 5 ans plus tard, Gertrude abandonne ses études alors qu'elle n'a que 16 ans pour épouser John Baniszewski, un député. Cet homme a 18 ans et avec lui, elle va avoir 4 enfants. Malheureusement, John a un comportement très instable car très régulièrement il va battre sa femme sous prétexte qu'elle l'embête. Ils vont quand même rester ensemble 10 ans avant de divorcer et c'est Gertrude qui va obtenir la garde des enfants. Un an après, Gertrude retrouve l'amour et elle finit par épouser Edward Guthrie. Malheureusement, leur relation va encore une fois être très spéciale et il va y avoir une relation très tumultueuse entre eux. Ils vont divorcer seulement après 3 mois, puis ils vont se remettre ensemble, bref, plein de petits trucs comme ça. Au final, ils sont quand même restés ensemble 7 ans et ils ont eu 2 enfants. Ils finiront par divorcer officiellement en 1963. À cette époque, Gertrude a 37 ans. Elle entame une nouvelle liaison avec un jeune homme qui a seulement 23 ans. Il s'appelle Dennis Lee Wright et il va aussi abuser d'elle. Elle va tomber enceinte de lui 2 fois, elle va avoir une fausse couche et elle va avoir donc un enfant avec lui. Cet enfant, il s'appelle Dennis Jr. et ça va être le dernier enfant qu'elle va avoir. Au total, elle aura eu 7 enfants et malheureusement, elle aura subi 6 fausses couches. Peu après la naissance de leur dernier fils, le père va complètement abandonner Gertrude et il va disparaître dans la nature. Cette dernière se retrouve sans aucune ressource, elle est maintenant obligée de s'occuper seule de ses 7 enfants. Et les problèmes financiers vont s'aggraver lorsque Gertrude va apprendre que sa fille de 17 ans est enceinte de 3 mois. Cette fille, c'est Paula et elle a eu une relation avec un homme déjà marié qui est bien plus vieux qu'elle. Avec toutes ces circonstances défavorables, la santé de Gertrude se dégrade très sérieusement. Elle souffre d'un certain nombre de maladies, elle mange à peine. Et tous ces facteurs vont affecter son apparence, elle va perdre des cheveux, elle va avoir l'air vraiment très fatiguée et elle va vraiment avoir une apparence très squelettique. Étant donné qu'elle avait vraiment honte des relations qu'elle avait eues avant, elle va décider de garder le nom de Denis, donc Wright. Pour elle, c'était ce qui pouvait permettre de garder une bonne apparence auprès des autres. En juillet 1965, Paula Baniszewski, la fille de Gertrude, va retrouver Danny McGuire.
Cette dernière va présenter à Paula 2 nouvelles jeunes filles du quartier. Il s'agit de Sylvia Mary Likens qui est âgée de 16 ans et de sa petite sœur Jenny qui est âgée de 15 ans. Paula va donc décider d'inviter les 2 jeunes filles chez elle pour faire connaissance. Elles vont donc boire des sodas, écouter de la musique. Et à ce moment, la mère des 2 jeunes filles, Betty, est en prison à cause de vol à l'étalage. Et ce contexte va faire que c'est en fait Sylvia qui s'occupe de sa jeune sœur. Et en plus, la mère des 2 jeunes filles avait quitté leur père, ce qui fait que Sylvia et Jenny se retrouvaient seules. Et lorsque Paula va apprendre cette situation, elle va donc proposer aux 2 filles de passer la nuit chez elle. Mais le lendemain, le père des 2 jeunes filles, Lester Likens, arrive en ville. Il a en fait appris la situation de sa femme Betty qui est en prison et s'est même réconcilié avec elle. Et ce dernier va rencontrer Darlene Maguire qui va le diriger dans la maison de Paula, là où étaient les 2 jeunes filles qui avaient passé la nuit. Et lorsqu'il arrive, il va rencontrer Gertrude avec laquelle il va commencer à entamer une discussion. Ils vont commencer à parler de plein de choses et ils vont commencer à évoquer le fait que c'était une possibilité que Gertrude s'occupe à temps plein de Sylvia et de Jenny. Parce que Lester et sa femme Betty avaient en fait prévu de changer complètement de vie, de revenir sur le droit chemin et de parcourir le pays en tant que forain. Donc clairement, l'idée de se faire garder ses filles par quelqu'un d'autre va l'enchanter et très vite ils vont parvenir à un accord, donc le fait de laisser ces 2 jeunes filles à Gertrude contre 20 $ par semaine. Lester va faire les choses vraiment à l'arrache, il va même pas inspecter la maison pour voir si elle était correcte, il ne va même pas se rendre compte qu'il n'y avait ni cuisinière ni micro-ondes, il n'y avait pas non plus de lit pour la moitié des personnes qui étaient dans la maison, et la seule chose qui était stockée dans le garde-manger de Gertrude était du pain et des biscuits. La maison est également dans un état qui est déplorable, il y a des saletés, des espèces de couches de graisse un peu partout. Bref, la maison était clairement sous-équipée, mais ça, il ne l'apprendra que bien trop tard. La première semaine de Sylvia et de Jenny chez Gertrude se passe relativement bien. Elles fréquentent l'école secondaire, elles vont à l'église avec Gertrude le dimanche, mais malheureusement, il y a un problème. Après une semaine, le paiement de 20 $ du père de Sylvia n'arrive pas. Lorsque Gertrude apprend ça, elle change complètement de comportement et elle rentre dans une crise de colère. Elle commence à crier aux filles qu'elle s'est occupée d'elles pour rien. Les conséquences arrivent tout de suite, elle se met à les attacher au lit et elle va les frapper pour la première fois. Peu de temps après, les parents de Sylvia et de Jenny vont venir, mais les filles ne vont pas du tout parler de cet incident, sans doute parce qu'elles avaient peur de Gertrude. La semaine d'après, Sylvia et Jenny se mettent à faire les poubelles, elles récupèrent des bouteilles vides de Coca-Cola pour pouvoir les revendre et s'acheter des bonbons. Mais lorsqu'elles vont rentrer à la maison avec les bonbons, Gertrude les accuse qu'elles les ont volés. Elle va tout de suite les traiter de menteuses et encore une fois, elle va les frapper avec une pagaille. Vous l'avez compris, la vie ordinaire et la vie un peu de rêve que les 2 filles souhaitaient n'arrivent pas du tout, au contraire c'est leur pire cauchemar. Et on peut se demander à ce stade-là quelle était la réaction des enfants de Gertrude face à la violence qu'elles sont en train de subir. Malheureusement, leur comportement ne va rien arranger. Les enfants vont aller voir leur mère Gertrude et ils vont commencer à dire qu'ils avaient vu Sylvia lors d'une fête religieuse en train de s'empiffrer de nourriture. Encore une fois, Gertrude va entrer dans une colère noire et elle va péter un câble. Elle va être furieuse que Sylvia ait fait quelque chose qui ruine son apparence physique. Elle va donc forcer Sylvia à manger un hot dog qui était rempli de toutes sortes de choses alors qu'elle n'avait plus faim du tout. Quand Sylvia n'en peut plus et qu'elle se met à vomir, Gertrude va la forcer à récupérer ce qu'elle venait de vomir. Et on vous le prévient, c'est dégueulasse, mais elle va la forcer à ingérer tout ça. Quelques temps après, les parents de Sylvia et de Jenny vont revenir, mais encore une fois, sous les instructions de Gertrude, Sylvia va se taire et elle ne va pas parler de ses horreurs. En août 1965, Gertrude va complètement péter un câble lorsqu'elle va apprendre que Sylvia a laissé un homme la toucher. Elle va commencer à l'insulter de tous les noms et elle va dire à ses propres enfants que Sylvia était enceinte parce qu'elle avait laissé un garçon la toucher. Et ça va directement devenir physique car Gertrude va se mettre à lui donner des coups de pied dans ses parties intimes. Complètement à bout de souffle, Sylvia va tenter de s'asseoir mais Paula, qui l'avait auparavant accueillie, va l'empêcher. Elle va la balancer sur le sol et lui dire qu'elle n'est pas digne de s'asseoir sur une chaise. Et à partir de ce moment, Sylvia aura l'autorisation de s'asseoir seulement avec l'autorisation de Gertrude. Et peu à peu, c'est assez horrible à dire, mais Gertrude va autoriser ses enfants plus âgés à utiliser Sylvia comme un jouet vivant. Les jeux étant donner des coups à Sylvia ou la pousser dans les escaliers. Et clairement, en entendant tout ça, on n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Sylvia arrive à rendre Gertrude autant furieuse. Et certains vont même dire bien plus tard que Sylvia incarnait la beauté et un petit peu la perfection, la fertilité que Gertrude avait perdue des années plus tôt. Mais là clairement c'en est trop et donc le lendemain Sylvia et Jenny vont essayer d'élaborer une stratégie pour se venger.
Et elles vont donc se mettre à raconter qu'elles ont vu Paula et Stéphanie, qui était en fait la deuxième fille âgée de Gertrude, avoir des relations intimes avec des garçons en échange d'argent. Et lorsque le copain de Stéphanie, âgé de 15 ans, va apprendre la nouvelle, il va rentrer dans une rage folle. Il entre dans la maison, il se met à battre violemment Sylvia, et ces actes de violence vont même devenir récurrents et vont même être encouragés par la famille de Gertrude et elle-même. Et d'ailleurs, cette dernière va vraiment tout faire pour que Sylvia se sente la plus seule possible. Elle va réussir à complètement retourner le cerveau des seuls amis qu'elle avait et va même inciter certaines d'entre elles à venir la frapper à leur tour. Elle se met à organiser des disputes et des combats entre les personnes en propageant des fausses rumeurs à propos de Sylvia. Et si par malheur une personne s'opposait à cette escalade de violence, Gertrude la prenait à part et la frappait elle-même jusqu'à ce que cette personne change d'avis. En août 1965, une voisine du nom de Phyllis va remarquer le nombre d'enfants que Gertrude garde et elle va trouver qu'elle a l'air de bien s'en occuper et donc qu'elle pourrait garder ses propres enfants. Elle va donc organiser un barbecue dans son jardin histoire que les deux familles se rencontrent. Et Phyllis va tout de suite remarquer que Sylvia se balade dans l'encour avec un œil noir. Et Paula va arriver et va lui dire très fièrement que c'était elle qui l'avait faite. Et encore une fois, sous les yeux ébahis de Phyllis et sous les instructions de Gertrude, Paula va attraper un verre et lui jeter un verre d'eau bouillante au visage. Mais aucun des deux voisins ne va signaler cet incident aux autorités. 2 mois plus tard, Phyllis va se rendre chez Gertrude pour emprunter quelque chose. Et pendant les quelques minutes qu'elle va passer à l'intérieur de la maison, elle va remarquer que Sylvia a les lèvres gonflées et encore une fois qu'elle avait un œil au beurre noir. Et encore une fois, pour montrer comment c'était arrivé, Paula va arriver, enlever sa ceinture et va frapper Sylvia devant Phyllis. Cette dernière a encore une fois négligé les faits et elle n'a rien dit aux autorités. Quelques jours plus tard, Sylvia rentre de l'école et va dire à Gertrude qu'elle a besoin d'un survêtement de sport pour l'école. Mais bien sûr, comme on s'y attend, Gertrude va répondre pas à négative, elle va dire qu'elle n'a pas les moyens d'offrir ça à Sylvia, et donc cette dernière, n'ayant pas de choix, va essayer d'en voler un à l'école. Mais encore une fois, Gertrude va la prendre. Sylvia va encore une fois subir une escalade de violence, Gertrude va se mettre à la frapper, à l'insulter de plus belle. Et pour plus qu'elle ne vole, Gertrude va allumer des cigarettes et va se mettre à lui brûler le bout des doigts. Et dans le lot, elle se met également à la fouetter et à autoriser tous les membres de la famille qui fumaient à éteindre leurs cigarettes sur Sylvia. Quelques temps plus tard, complètement coupée du monde, Sylvia va encore se mettre à vendre des bouteilles pour gagner quelques pièces. Mais Gertrude ne va pas la croire et va lui dire que si elle avait gagné cet argent, c'est parce qu'elle se prostituait. Elle va donc la punir en lui demandant de se déshabiller devant tout le monde dans le salon. Et pour qu'elle soit plus docile, elle va la menacer de frapper Jenny, donc sa petite sœur, pour qu'elle reste tranquille. Et là, encore une fois, c'est horrible à dire et vraiment c'est assez difficile, mais elle va la forcer à se faire des attouchements avec la bouteille de coca devant tous les garçons de la maison qui la regardent avec satisfaction. Après cet horrible événement, Sylvia devient incontinente, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise plus sa vessie. Et pour la punir, Gertrude va décider qu'elle n'est plus apte à vivre avec les humains et elle va donc l'enfermer dans la cave. L'absence de toilette dans la cave va obliger Sylvia à faire ses besoins sur le sol. Quand Gertrude va voir ça, elle va décider de développer une nouvelle torture et elle va plonger Sylvia dans de l'eau bouillante puis la frotter dans du sel. Pendant cette période, Gertrude va prendre Ricky Hobbs sous son aile, c'était en fait un garçon du quartier qui était âgé de 14 ans. Et ce garçon va devenir l'assistant personnel de Gertrude lorsqu'elle commet des actes de torture à Sylvia. Ce qui est très étonnant avec toute cette histoire, c'est que Ricky était un étudiant très sérieux qui était issu d'une famille de classe moyenne et qui n'avait aucun antécédent judiciaire. Mais il va complètement changer de personnalité et suivre aveuglément Gertrude lorsqu'il va faire connaissance avec elle. Et avec son aide, les enfants de Gertrude vont transformer Sylvia comme une nouvelle source de revenus. Les enfants vont faire payer 5 cents aux autres enfants du quartier pour qu'ils puissent voir Sylvia nue ou alors pour pouvoir la pousser dans les escaliers jusqu'au bas de la cave, endroit dans lequel elle était constamment gardée lorsqu'elle n'était pas torturée ou exposée. Elle n'a aucun vêtement sur elle, elle est très rarement nourrie. Et bien sûr, elle ne va pouvoir prendre ça qu'avec ses doigts pour être encore plus humiliée. Et bien souvent, Gertrude et son fils de 12 ans vont forcer Sylvia à nettoyer le sous-sol en la forçant à manger ses propres excréments. Ils vont aussi lui donner un récipient où elle va pouvoir uriner dedans pour ensuite la boire. À peu près dans cette époque, Jenny va réussir à contacter Gianna, leur sœur aînée. Cette dernière avait réussi à construire sa vie de son côté, elle était mariée, elle vivait sa propre vie. Et Jenny va lui décrire toutes les horreurs que subit Sylvia dans la maison, elle va commencer à se plaindre et à lui dire que c'était plus possible de vivre ça. Et elle va également supplier Gianna pour qu'elle contacte la police pour que cette dernière vienne les sauver.
Malheureusement, Diana va complètement ignorer la lettre, elle va se dire que c'est juste Jenny qui invente des bêtises parce qu'elle n'était pas contente d'être punie et qu'elle voulait simplement venir vivre avec Diana. Cette lueur d'espoir va donc s'éteindre avec cette lettre qui ne recevra jamais de réponse. Et encore une fois, quelques jours après, une autre enfant du quartier va venir voir Sylvia, il s'agit de Judy Duke qui a 12 ans. Et en revenant chez elle, elle va tout raconter à sa mère, elle va lui raconter le traitement qui était réservé à Sylvia, qui a été complètement battue. Et sa mère ne va pas du tout prendre les choses au sérieux et va lui dire que c'est ce qui arrivait aux enfants qui désobéissaient. L'aide ne vient donc toujours pas des voisins, mais quelques temps après, une nouvelle lueur d'espoir apparaît. Diana, la sœur aînée de Jenny et de Sylvia que Jenny avait réussi à contacter quelques temps plus tôt, va finalement venir en ville. Et elle va donc s'y rendre dans l'objectif de rendre visite à ses deux petites sœurs. Mais Gertrude va catégoriquement refuser de la laisser rentrer dans la maison, tout en prétextant que c'était en fait le père de Sylvia qui l'avait mise en garde contre elle. Diana va trouver ça extrêmement bizarre, elle va réfuter complètement son refus, mais Gertrude va essayer de lui mettre un coup de pression en lui disant que si elle ne partait pas, elle allait appeler la police. Cette dernière va donc faire mine de partir, mais finalement elle va simplement contourner la maison pour se cacher derrière une haie derrière le jardin. Et par chance, ce qu'elle voulait va arriver, elle va voir Jenny se promener dans le jardin. Mais lorsqu'elle va l'apercevoir, Jenny, complètement sous le choc, va lui dire qu'elle n'a pas le droit de lui parler et va s'enfuir en courant. Avec tous ces éléments en main, Diana se rend bien compte que l'appel à l'aide n'était pas au hasard. Elle va donc contacter les services sociaux pour qu'ils fassent une inspection de la maison. Une assistante sociale va donc venir à la maison et là Gertrude va simplement lui dire que Sylvia n'était plus là et qu'elle avait été mise à la porte. Elle va évoquer les raisons suivantes en lui disant qu'elle était impure, qu'elle se prostituait. Et bien sûr, Gertrude avait également briefé Jenny, elle l'avait menacée de rejoindre nue sa sœur dans la cave si elle disait un mot de vérité. Cette dernière, sous la contrainte, va donc dire à l'assistante sociale que c'était vrai et que Sylvia était partie. L'assistante sociale va donc rentrer dans son bureau et elle va rédiger une lettre en insistant sur le fait que ce n'était plus nécessaire de se pencher sur ce cas car il n'y avait plus rien à craindre. Le 21 octobre, Gertrude demande à ses enfants de ramener Sylvia du sous-sol et de l'attacher à un lit. Elle va dire à Sylvia que si elle arrive à retenir sa vessie pendant une nuit entière, elle pourra être autorisée à redormir à l'étage. Malheureusement, Sylvia est trop faible et elle va uriner dans la nuit. Gertrude va donc la punir et l'exposer toute nue face à ses enfants et aux enfants du quartier. Et elle va lui ordonner de commettre des actes sexuels envers elle-même devant tout le monde. Après ça, Gertrude va encore une fois rentrer dans une colère noire et elle va l'attacher et la bâillonner pendant que un de ses enfants chauffait une aiguille à coudre. Gertrude va la prendre et elle va graver des mots avec sur son corps. Elle va demander à Ricky de l'aider et d'écrire aussi des trucs sur son corps et de finir le travail. Finalement, une phrase entière va être écrite. Je suis une prostituée et j'en suis fier. Une fois l'acte terminé, ses blessures étaient tellement profondes que même la chirurgie moderne n'aurait pas pu le corriger. Complètement satisfaite, Gertrude sort de la salle et laisse Sylvia pour morte. C'est là que d'autres enfants, dont certains âgés de 10 ans, vont continuer à lui faire des marques brûlantes. Ils vont même faire des menaces à Jenny pour qu'elle les aide, mais même sous les menaces, elle va refuser. Après tous ces actes de torture horribles, Gertrude va rentrer à nouveau dans la pièce et s'adresser à Sylvia, qui est toujours ligotée et bâillonnée, et elle va lui dire « Que vas-tu faire maintenant, Sylvia ? Tu ne peux pas te marier maintenant, tu ne peux pas te déshabiller devant quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et lorsqu'elle va retirer son bâillon pour répondre, elle va dire « Je suppose qu'il n'y a rien que je puisse faire. C'est fini. » Ils vont ensuite tous ramener Sylvia au sous-sol où elle va être frappée encore pendant un certain temps. Mais au milieu de la nuit, Jenny va réussir à se faufiler dans la cave pour aller voir sa sœur. Sylvia lui déclare à ce moment-là « Je vais mourir. Je peux le sentir. » Peu après la visite de Jenny, Gertrude va se rendre au sous-sol et elle va permettre à Sylvia étonnamment de dormir à l'étage. Elle va même être autorisée à dormir jusqu'à midi le jour suivant. Et le lendemain, lorsqu'elle sera réveillée, Gertrude et sa fille vont donner un bain chaud à Sylvia. Juste après, elle sera habillée, puis Gertrude va lui donner de quoi écrire. Et elle va en fait la forcer à écrire une lettre adressée à ses parents. Encore une fois, on vous prévient, ça va vraiment être horrible. La lettre que Sylvia va être forcée d'écrire est la suivante. « Papa, maman, je suis allée avec un gang de garçons au milieu de la nuit. Et ils ont dit qu'ils me paieraient si je leur donnais quelque chose, alors je suis monté dans la voiture et ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et quand ils ont eu fini, ils m'ont battu et ont laissé des plaies sur mon visage et sur tout mon corps. Et ils ont aussi mis sur mon ventre, je suis une prostituée et je suis fier de l'être. J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour mettre Tata Gertrude en colère et lui faire dépenser plus d'argent qu'elle n'en a. J'ai déchiré un nouveau matelas et j'ai fait pipi dessus.
J'ai aussi fait dépenser à Tata Gertrude des factures de médecins qu'elle ne peut vraiment pas payer et je l'ai rendue nerveuse ainsi que tous ses enfants. Après la lettre écrite, Gertrude va élaborer un plan pour que ses enfants emmènent Sylvia dans une décharge qui se trouvait pas très loin pour la laisser mourir car elle était trop faible. Lorsque Sylvia entend ça, elle tente le tout pour le tout et elle se met à courir vers la porte d'entrée. Mais dans son état, elle était si lente que c'est Gertrude elle-même qui va la rattraper et la ramener à la maison. Elle va l'emmener dans la cuisine, puis elle va lui dire de s'asseoir et elle va lui faire des toasts. Sylvia va essayer de manger mais elle ne va même pas réussir, elle dit qu'elle n'arrive pas à les avaler. Gertrude va donc la frapper avec une tringle à rideau dans la bouche et elle va être une nouvelle fois ramenée au sous-sol et elle va être frappée à de nombreuses reprises dans l'estomac. Le lendemain, Gertrude va retourner dans la cave et elle va essayer de la frapper avec une chaise mais elle va la louper et elle va frapper un mur. Suite à cet échec, elle va prendre la pagaie et elle va encore une fois essayer de la lancer sur Sylvia mais elle ne va pas réussir et la pagaie va tellement rebondir qu'elle va se frapper elle-même dans l'œil. Finalement, un des enfants va arriver pour l'aider et ils vont commencer à la frapper avec un manche à balai et Sylvia va perdre connaissance. Cette nuit-là, à de nombreuses reprises, Sylvia va frapper le sous-sol avec une pelle en fer pour demander de l'aide. Les voisins déclareront plus tard qu'ils avaient envisagé d'appeler la police mais qu'ils ne l'ont pas fait. Le lendemain, le 26 octobre, Gertrude demande à ses enfants de ramener Sylvia en haut pour qu'ils puissent lui donner un bain. Elle est plongée dans la baignoire tout habillée et quelques instants après, il réalise qu'en fait, elle ne respire plus. Stéphanie tente un massage cardiaque sur Sylvia, mais c'est trop tard, elle est décédée. Gertrude demande à ses enfants d'emmener le corps au sous-sol et de la déshabiller. Elle va ensuite demander à son complice de se rendre dans une cabine téléphonique pas loin et d'appeler la police. Lorsque la police arrive, Gertrude donne la lettre qu'elle avait forcé Sylvia à écrire. Et parmi toute cette agitation, Jenny va réussir à murmurer quelque chose à un policier. « Faites-moi sortir d'ici et je vous dirai tout ». Cette déclaration combinée avec la découverte du corps de Sylvia dans la cave va inciter les policiers à arrêter Gertrude, Stéphanie, Paula, John, Ricky et Hubbard pour meurtre. C'étaient donc ses propres enfants ainsi que les enfants du quartier qui étaient complices. Mike, Randy, Duke et également Cisco, d'autres enfants du quartier présents à ce moment-là, vont être arrêtés pour blessure à une personne. Gertrude, ses enfants Ricky et Hubbard, donc les enfants du quartier qui ont entre autres participé au massacre, sont détenus sans caution en attendant leur procès. Et toutes les charges qui concernent les autres complices du quartier seront abandonnées. L'avocat de Stéphanie, parce que oui, il faut savoir qu'ils avaient plusieurs avocats pour la famille, arrive à obtenir un procès distinct rien que pour elle. Et assez étonnamment, avant même que le procès ne commence, le procureur va abandonner toutes les charges de meurtre contre Stéphanie. Et pendant ce temps, des autopsies et des analyses sont faites sur le corps de Sylvia. Ils vont trouver plus de 100 brûlures de cigarettes sur le corps de Sylvia et également des brûlures du second et du troisième degré. Ils vont également faire état de graves contusions et de lésions musculaires et nerveuses. Ils vont également se rendre compte, encore une fois, c'est un détail très glauque, que pendant ces actes de torture, Sylvia s'était mordu les lèvres tellement fort qu'elles avaient fondu. Ils vont également faire état d'abus sexuels très nombreux, même si finalement ils vont se rendre compte que son hymen était intact et que donc toutes les accusations de prostitution de Gertrude étaient complètement infondées. La cause de la mort officielle de Sylvia est donc un gonflement du cerveau et une hémorragie interne qui serait donc liée à un choc violent. Bref, finalement le procès de tous les accusés débute en mai 1966. Et en fait, toutes ces preuves, tous ces actes de torture vraiment barbares vont faire que l'accusation va recourir à la peine de mort pour tous les accusés, dont John et Ricky qui avaient respectivement 13 et 14 ans à l'époque. Et d'ailleurs, fait plutôt marquant et plutôt frappant, mais le procès de Paula va être interrompu parce qu'elle va être emmenée à l'hôpital pour donner naissance à un enfant, car pendant tout ce temps, en fait, elle était enceinte. Et on vous le rappelle, pendant toute cette histoire, Gertrude disait que Sylvia mentait sur ce fait, et que Paula n'avait jamais eu de relation alors que c'était complètement faux et que c'était tout l'inverse. Mais malgré tout ça, en signe de solidarité et en signe de soutien indéfectible envers sa mère, Paula va renommer son enfant Gertrude. Et comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, il y avait plusieurs avocats, quasiment pour chaque membre de la famille, et le procès va être un petit peu spécial parce que tous les avocats vont essayer en fait de rejeter la faute sur les autres enfants, alors qu'en soi, ils étaient tous jugés ensemble et en même temps. L'avocat de Gertrude va également tenter de rejeter toute la faute sur les enfants en disant que Gertrude était trop malade, trop vieille et qu'elle n'était pas en capacité de perpétrer tous ces actes de torture. Et pour soutenir son témoignage, sa fille Marie, qui a 11 ans à l'époque, est appelée à la barre. Et dans un premier temps, Marie est complètement d'accord avec sa mère, son témoignage va complètement corroborer les faits.
Mais d'un coup, sous la grosse pression, elle va complètement craquer et va se mettre à admettre tout ce que sa mère avait fait. Elle se met à raconter détail par détail toutes les peines que Sylvia avait endurées dans la maison. Et ce témoignage va largement contribuer au verdict final. Gertrude est finalement reconnue coupable de meurtre au premier degré. Et à la grande surprise générale, elle ne sera finalement pas condamnée à mort, mais elle sera finalement condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Paula, quant à elle, va finalement être condamnée pour meurtre au second degré, mais elle va faire appel. Elle va donc obtenir un nouveau procès, mais avant même qu'il commence, c'est le coup de théâtre, et elle va plaider coupable pour homicide volontaire. Mais finalement, elle ne fera que 3 ans de peine avant d'être libérée. John, Hubbard et Ricky seront tous les 3 reconnus coupables pour homicide volontaire, et simplement condamnés à 18 mois de prison dans un centre de détention pour mineurs. Et lorsque Ricky sort de prison à 17 ans, il prend pleinement conscience de la gravité des actes qu'il a commis étant plus jeune. Il va entamer un long épisode de dépression nerveuse et va commencer à consommer énormément de drogue. Et à 21 ans seulement, Ricky décède d'un cancer du poumon. Gertrude, quant à elle, qui avait été condamnée à vie, ne va toujours pas être satisfaite de sa peine et va donc faire appel plusieurs fois. Mais dans un nouveau procès, elle sera à nouveau condamnée à perpétuité. Elle se met donc à purger 18 années de prison, 18 années pendant lesquelles elle sera une prisonnière modèle. Elle se met à travailler dans l'atelier de couture de la prison et devient même en quelque sorte une mère pour les autres détenus. En 1985, elle fait une demande de libération conditionnelle et à la grande surprise du public, elle va l'obtenir. Ça va créer, comme on se l'imagine, une véritable onde de choc pour l'opinion publique. Et comme vous l'imaginez, pour Jenny et sa famille, c'est vraiment une décision qui est insupportable. Elle n'assumera absolument jamais ce qu'elle a fait, elle va dire qu'elle était simplement sous l'emprise de drogue, qu'elle ne se maîtrisait plus, mais qu'elle assumait l'entière responsabilité de ce qui était arrivé à Sylvia. Et finalement, au cours des procès, au cours de toutes les demandes de libération conditionnelle, Gertrude va finalement sortir de prison le 4 décembre 1985 et va complètement changer de nom en allant dans l'Iowa. Et elle y mourra en 1990 d'un cancer du poumon. Quant à ses enfants et à ceux qui sont devenus, c'est assez mystérieux. On dit que Paula aurait également déménagé dans l'Iowa et qu'elle aurait également changé d'identité. Les rumeurs disent qu'elle vivrait dans une ferme quelque part dans la campagne. Stephanie, sa sœur aînée, aurait également changé de vie et serait devenue institutrice. Pareil pour leur jeune frère John, qui serait donc devenu chauffeur de camion puis agent immobilier par la suite, et aurait également continué sa vie dans le parfait anonymat. C'est finalement en 1998, lors du massacre de Jonesboro, que ce dernier, donc John, va reprendre la parole publiquement. Et il va également admettre qu'une peine beaucoup plus sévère aurait été beaucoup plus juste pour l'atroce massacre de la jeune Sylvia Likens. Bon, je pense qu'il nous faut tous un petit moment pour se remettre de cette histoire parce que c'est pas facile à raconter et j'imagine que ça n'a pas été facile à écouter. En tout cas, on souhaite énormément de courage à la famille de Jenny parce qu'on imagine bien que vivre ce genre de choses c'est vraiment pas facile et qu'on en ressort vraiment pas indemne. D'ailleurs, il existe énormément de documentaires qui traitent de cette histoire et il y a aussi un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle An American Crime qui existe. On vous met tous les liens si vous voulez approfondir le sujet et voir le film en description. En tout cas, on espère que cette histoire vous a plu, même si elle a été vraiment horrible. Sachez que c'est vraiment dur à raconter et que peut-être que par la suite, on fera d'autres épisodes qui seront peut-être plus sur des disparitions, en tout cas pour les true crime. Parce que les histoires de disparition avec une part de mystère, ça peut être tout aussi intéressant. En tout cas, nous on compte bien continuer les true crime, à continuer à raconter des histoires comme celle-là qui sont quand même très intéressantes, même si elles sont macabres. Donc si vous appréciez ce concept, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner sur tous les réseaux qui sont là pour nous le dire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et également à nous rejoindre sur le Discord où vous pouvez parler en direct avec nous et là où aussi des concours seront organisés bientôt. D'ailleurs pour les plus attentifs d'entre vous, il a pas mal changé ces derniers temps. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Kratos et Joe et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!